Le président de la République s'est entretenu avec son homologue azerbaïdjanais lors de son séjour à Bakou. Et réunion annuelle du Conseil national du travail, notamment le CONTES. Également dans l'actualité, la Turquie renouvelle ses menaces concernant la crise syrienne. Bonsoir à tous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a regagné hier samedi en milieu d'après-midi le pays à l'issue de sa participation au sommet des pays non alignés à Bakou en Azerbaïdjan avant son retour à Djibouti et en marge de la 18e conférence générale du mouvement des non alignés à Bakou. Le chef de l'État a eu un entretien en tête-à-tête avec le président de l'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev. Les discussions ont porté sur les relations d'amitié et de coopération entre la République de Djibouti et l'Azerbaïdjan et les voies et moyens de les consolider davantage. Les dossiers d'intérêt commun donc ont été évoqués durant la rencontre entre les deux présidents, notamment la candidature de Djibouti au siège de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Les deux pays entretiennent également des relations solides dans de nombreux domaines, dont l'aéronautique. Le ministre des Affaires étrangères, Mahmoud Ali Youssouf, l'ambassadeur de Djibouti en Azerbaïdjan avec résidence à Moscou, Dr Ali Mohamed Kamil, ainsi que l'ambassadeur de Djibouti aux États-Unis et représentant permanent de Djibouti auprès des Nations Unies, Mohamed Ziad Doualé, ont pris part à la rencontre entre les deux chefs d'État. Et pour l'ambassadeur de Djibouti en Azerbaïdjan avec résidence à Moscou, Dr Ali Mohamed Kamil, la 18e conférence générale du mouvement des non-alignés à laquelle a participé le président de la République était importante pour soutenir les efforts de Djibouti pour son développement et dans les instances internationales. On l'écoute. Nous avons participé à ce sommet d'Azerbaïdjan, sommet d'ENAM, le sommet des pays non alignés. Il était très important pour nous parce que le pays d'ENAM constitue 125 pays. C'est une force élective donc, importante au sein de l'Assemblée des Nations Unies. Pour nous, il était très important de venir ici. Le président a été reçu, il est un des rares présidents qui a été reçu par son homologue Aliyev. Notre ministre des Affaires étrangères aussi a entrepris beaucoup de démarches de façon à ce que nous puissions faire le plaidoyer pour Djibouti afin que nos efforts de développement de notre pays soient vraiment soutenus au sein des pays amis. Également dans l'actualité, le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, Hassan Omar Mohamed, a reçu aujourd'hui le nouvel ambassadeur de la République arabe d'Égypte accrédité en République de Djibouti, Mohamed Mustafa Orfi, accompagné de la chef de mission adjoint Yara Karam et en présence du conseiller technique du ministre El-Tere Ibrahim Farah. Commentaire. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la tournée de prise de contact du nouvel ambassadeur égyptien avec les plus hautes autorités du pays. Lors de cette visite, les ministres et l'ambassadeur ont passé en revue les bases de la relation bilatérale et les perspectives de renforcement des liens d'amitié et de coopération entre les deux pays. Et se sont félicités des liens d'amitié et de coopération solides unissant les deux pays, réitérant leur détermination à ouvrir en vue de les consolider et les élargir davantage. Le ministre de la Défense chargé des relations avec les parlements, Hassan Omar Mohamed, a quant à lui également évoqué plusieurs sujets relatifs au domaine de coopération et a exprimé le souhait partagé de développer un vrai partenariat de développement dans le domaine de la défense. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, a présidé aujourd'hui la cérémonie de lancement officiel de la mise en œuvre du projet pilote d'éducation équilibrée et inclusive au Palais du Peuple. Le secrétaire d'État à la décentralisation, Hamadou Mohamed Arami, c'est le président de la Fondation Education Relief Foundation, le cher Mansour Ben Moussallam, ont pris part à cette cérémonie qui s'est déroulée au Palais du Peuple. Une cinquantaine d'enseignants, de chefs d'établissement et de conseillers pédagogiques dans les disciplines de français, d'histoire et géographie et de sciences de la vie et de la terre doivent suivre une formation de 3 jours sur le projet pilote, mais aussi les concepts de l'éducation équilibrée et inclusive ainsi que les analyses du curricula de SVT, de français, d'histoire et géographie à travers le prisme de l'EEI. Tous nos efforts sont déployés dans le but de faire en sorte que le droit de tous à une éducation de qualité devienne une réalité instinctive
indistinctement pour tous les enfants vivant sur le territoire national, a souligné le ministre. Il s'est ensuite adressé aux enseignants pour leur rappeler qu'ils sont les porteurs de ce projet pilote qui devront explorer, identifier, expérimenter et reconsidérer l'action d'enseigner et de réfléchir pour repenser notre école dans l'optique de la rendre véritablement inclusive. Le secrétaire d'État à la décentralisation s'est dit heureux quant à lui de participer aux côtés de son ami et collègue de l'éducation à cette importante cérémonie de lancement du projet pilote d'éducation inclusive et équilibrée. Il a assuré le ministre de l'accompagnement et de la coopération de son département. Et dans son mot d'ouverture, le ministre Moustapha Mohamed Mahmoud a rappelé qu'un vaste chantier de transformation du système éducatif est en cours. Notre conviction profonde est de promouvoir une éducation de qualité qui tient compte bien sûr des besoins de chaque élève et constitue donc la voie royale pour contribuer à rendre meilleur. Comme vous le savez, à Djibouti, depuis quelques années, nous menons de front un vaste chantier de transformation de notre système éducatif. Ce vaste et ambitieux projet vise donc à améliorer notre système éducatif en efficacité et en efficience. Tous nos efforts sont déployés donc dans le but de faire en sorte que le droit de tous à une éducation de qualité devient une réalité, bien sûr, indistinctement pour tous les enfants vivant sur le territoire national. Chers membres du comité technique élargi, chers enseignants, au cours des jours, des semaines et des mois qui vont suivre, tout au long de l'année scolaire, vous aurez un rôle privilégié dans notre dispositif du système éducatif. Vous êtes les porteurs de ce projet pilote. De ce fait, vous serez amenés à exploiter, à identifier, à expérimenter, à effectuer une reconsidération de l'action d'enseigner, à réfléchir pour repenser notre école dans l'optique bien sûr de la rendre véritablement inclusive. Ensemble, vous serez co-constructeurs du modèle djiboutien d'une éducation équilibrée et inclusive. Et c'est tout à votre honneur, bien sûr. Également dans l'actualité, le Conseil national du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale, le CONTES, a tenu sa réunion annuelle au Sheraton Hotel. La rencontre cette année avait un caractère particulier dans la mesure où la consultation portait sur les questions sociales d'intérêt pour les mondes du travail dans un esprit de dialogue, de concertation inhérent au tripartisme. Les voies et moyens juridiques ainsi que aussi qui sont susceptibles de faciliter l'insertion des personnes au marché du travail local, présidé par le ministre du Travail, Ismaël Ibrahim Roublé. La réunion a vu la participation de la ministre de la Femme et de la Famille, Moumina Ahmed, du ministre de l'Équipement et des Transports, Moussa Mohamed Ahmed, de la présidente du CNED, Hikmat Daoud, et de plusieurs responsables d'établissements publics. L'émission du CONTES, la composition de ce public restreint et hétéroclite, laisse deviner une chose, celle que le CONTES est une structure de consultation tripartite regroupant des représentants issus des rangs respectifs du gouvernement, du patronat et des syndicats. Les 12% autres sont entre 14 et 18 semaines. Donc la convention que nous devons ratifier, bien sûr, doit aller dans ce sens. Nous avons bien sûr fait passer une loi qui mène les congés de maternité à 26 semaines, qui a été les directives de l'exécutif, qui est même d'ailleurs en application. Je vous propose à présent de suivre l'intervention de la ministre de la Femme et de la Famille, Moumina Ahmed Hassan. Aujourd'hui, nous sommes réunis ici pour débattre de 4 textes, lois, conventions et décrets d'application. Donc je demanderai à l'audience de pouvoir les étudier, voir leur faisabilité et ensuite de se mobiliser pour être les porte-paroles de la mise en œuvre, les porte-paroles auprès de la population de ces initiatives-là, mais aussi être les agents ou les garants de la mise en œuvre de ces 4 conventions. Pour revenir au congé de maternité, Madame la Présidente en a parlé. Je pense que nous sommes le seul pays en Afrique à avoir osé franchir ce pas. Aujourd'hui, nous avons 6 mois de congé de maternité. Pourquoi 6 mois de congé de maternité? Parce que l'avenir d'un pays se bâtit avec les hommes, les femmes et les enfants. Mais en particulier avec les enfants et les femmes. Des enfants bien portants
et qui ont eu la chance de prendre un bon démarrage dans la vie deviennent des futurs responsables dignes de ce nom. C'est la raison pour laquelle le gouvernement de la République de Djibouti, à sa tête le chef de l'État, a voulu accorder à la femme djiboutienne 6 mois de congé de maternité afin que cet enfant djiboutien qui va naître puisse avoir tous les outils et tout ce qu'il faut pour prendre un bon démarrage dans la vie. Et dans son intervention, le ministre du Travail a rappelé que l'une des missions principales du CONTES est d'émettre des avis et de formuler des propositions et résolutions sur la législation et la réglementation régissant le domaine du travail. Je voudrais affirmer l'engagement du gouvernement pour œuvrer de sorte que cette instance retrouve tout son rôle de plateforme d'échange, de réflexion pour débattre de toutes les questions sociales d'intérêt pour le monde du travail dans un esprit de dialogue, de concertation inhérent au tripartisme. Comme vous le savez tous, le marché du travail est en pleine mutation et connaît une évolution assez importante avec la création de zones franches au PK23, l'arrivée des nouvelles banques, le développement de la chaîne transport multimodal, des secteurs porteurs comme l'énergie et le tourisme ouvrent des opportunités en termes de création d'emplois et constituent une réelle espérance pour notre jeunesse. L'emploi reste une priorité qu'amplifient les attentes de la population. Il y a urgence à agir en commun pour investir et voir de près cette problématique. Beaucoup de sujets sont à l'agenda du ministère qui nécessitent votre implication et votre contribution. Toujours dans le domaine du travail, le ministère du Travail, chargé de la réforme de l'administration, a entrepris d'autres activités telles que le lancement du contrat d'insertion professionnelle et je profite de cette occasion pour remercier toutes les entreprises pour l'appui apporté pour la mise en œuvre de ces mécanismes. En outre, la redynamisation de l'implantation de la DSE, déclaration de services aux citoyens, ainsi que d'autres mesures de réforme, notamment la valorisation du capital humain, sont mises en perspective. Et cette stratégie nécessite un processus participatif avec les partenaires sociaux et la société civile. Pour cette session du CONTES, les projets de textes suivants seront à l'ordre du jour pendant vos 2 jours d'atelier. Un projet de loi portant ratification de la Convention 183 sur la protection de la maternité, un projet de décret fixant les portions de salaire soumises à des prélèvements progressifs et le taux y afférent. Un projet de décret fixant les règles d'équivalence et enfin un projet d'arrêté déterminant les modalités de déclaration d'ouverture d'une entreprise ou d'un établissement de quelque nature que ce soit à l'inspection du travail. Et nous allons revenir donc sur cette réunion annuelle du CONTES qui s'est déroulée aujourd'hui au Sheraton Hotel avec notre invitée de cette édition, Madame Ikram Awale Farah, directrice du travail au ministère du Travail. Bonsoir Madame Ikram. Bonsoir. Alors merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Alors dans un premier temps, présentez-nous un peu brièvement le CONTES. Qu'est-ce que le CONTES? Le CONTES, c'est un organe tripartite où le gouvernement et les partenaires sociaux, les employeurs et les travailleurs débattent sur des questions qui ont trait à l'emploi, au travail, à la sécurité sociale. C'est un organe qui se réunit 2 fois par an et c'est un organe qui a été créé en 2012. Pourquoi cet organe? Parce qu'il faut savoir que le ministère du Travail a essentiellement un rôle de régulateur du marché du travail. À cet effet, il doit s'appuyer, il doit promouvoir également le dialogue social. Pour qu'il y ait un dialogue social, justement, il faut qu'il y ait des partenaires sociaux, les employeurs et les travailleurs, afin de débattre sur des questions liées au travail, à la sécurité et à l'emploi. Et vous qui êtes donc directrice du travail, vous êtes touchée donc par les différentes missions donc, que mène le CONTES. Pouvez-vous nous citer quelques-unes de ces missions? Parmi les missions de mon département, il y a le fait d'appliquer, d'élaborer d'abord, et ensuite appliquer la législation du travail.
Il faut savoir que la législation du travail est très complexe. Il faut également savoir que le monde du travail a été bouleversé par les mutations de l'économie mondiale. Donc c'était nécessaire d'ajuster les institutions, le cadre institutionnel et légal. Pour ça, notre pays s'est résolument engagé depuis ces 10 dernières années, depuis que le Code du travail a été promulgué en 2006, à des réformes. Ces réformes doivent en même temps concilier, renforcer les droits des travailleurs, mais en même temps rendre souples les relations de travail pour rendre compétitive notre économie. Donc pour que cela fonctionne, donc, nous avons dit que c'est une réunion donc, tripartite qui regroupe le gouvernement, le patronat et les syndicats. Alors le gouvernement, d'accord, mais comment sont touchés le patronat et les syndicats? C'est justement le rôle de ce conseil. Il faut, lorsque l'État ne doit pas être passif, hein, l'État doit créer un cadre serein pour qu'il y ait une paix sociale, pour qu'il y ait cette paix sociale, il faut que cette stabilité sociale, il faut que les patronats et les travailleurs puissent négocier. Il faut savoir que depuis que le Code a été promulgué en 2006, l'État s'est désengagé, pas totalement, mais a laissé place à la négociation collective. Il a laissé le champ pour que les partenaires sociaux, les employeurs et les travailleurs puissent négocier afin comment dire, donner un cadre légal, par exemple, avoir des conventions collectives sectorielles, négocier sur certaines dispositions du Code du travail. Merci donc Madame Ikram Awale Farah. Je rappelle que vous êtes directrice du travail au ministère du Travail. Merci d'avoir répondu à notre invitation et d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Merci à vous. Également dans l'actualité, un atelier de sensibilisation sur l'accord de libre-échange entre la communauté économique est-africaine, la communauté économique de l'Afrique australe et la COMESA, donc communément appelée la ZLET, s'est ouvert ce matin au Palais du Peuple. Présidé par le secrétaire général du ministère du Commerce, Ali Daoud Abdou, l'atelier avait pour objectif de vulgariser l'état d'avancement du processus de participation de l'État membre de la ZLET. Les accords de la ZLET ont été signés en 2015 à Sharm el-Sheikh, en Égypte, par 26 pays africains, dont la République de Djibouti. Il s'agit d'une zone de libre-échange allant du Caire en Égypte au Cap en Afrique du Sud, regroupant les 3 communautés économiques COMESA, EAC et SADC, est composé de plus de 500 millions de consommateurs. Historique qui est celle de la zone de libre-échange continentale africaine. Cet accord est entré en vigueur depuis le 31 mai 2019. Le projet de la ZLECAf promeut une réussite pour l'intégration économique africaine afin de trouver une solution durable aux défis structurels de notre continent, afin de le sortir de la pauvreté et des conflits. Je saisis cette occasion pour attirer l'attention des parties prenantes ici présentes aujourd'hui, afin de mieux comprendre les enjeux de la zone de libre-échange de la tripartite. Le secteur privé et la société civile ainsi que le secteur public doivent poursuivre les consultations nationales pour accélérer l'adhésion de l'accord de la zone de libre-échange tripartite. Le ministère de la Femme et de la Famille et l'Agence américaine pour le développement international, l'USAID, ont organisé ce matin un atelier de 2 jours au Djibouti Palace Kempinski avec pour thème « Rôle et contribution des associations djiboutiennes pour une meilleure prise en charge du genre et de l'inclusion sociale dans les approches et programmes de développement économique et social ». Cet événement a été réalisé par le projet de renforcement des capacités des associations djiboutiennes financé par l'USAID et exécuté par FHI 360 dans le cadre de la coopération bilatérale entre les États-Unis et la République de Djibouti. Le projet de renforcement des capacités des associations djiboutiennes PRECAD s'aligne sur la vision Djibouti 2035 en mettant l'accent sur la bonne gouvernance et la consolidation du capital humain. La bienvenue au nom de mon organisation FHI 360. Cet atelier qui nous réunit fait partie des activités phares du projet qui vise à appuyer les organisations de la société civile à intégrer dans leurs activités, de la planification à l'évaluation, le genre et l'inclusion sociale. Je tiens à remercier l'USAID
et le ministère de la Femme et de la Famille qui ont bien voulu présider l'ouverture de cet atelier. Mesdames, Messieurs, je vous souhaite plein succès à vos travaux. Et pour sa part, le représentant adjoint USAID Alpha Suleiman Diallo a indiqué que cet atelier de consultation multipartite avait pour objectif de faciliter la réflexion pour identifier les rôles et les contributions des associations djiboutiennes et du ministère de la Femme et de la Famille dans l'amélioration de la prise en compte du genre et de l'inclusion sociale. On l'écoute. Mesdames et Messieurs, il faut remarquer que la prise en compte de la problématique genre et de l'inclusion sociale est marquée par des efforts déployés par le gouvernement de la République de Djibouti pour renforcer le statut, la position et les capacités des femmes et des personnes vulnérables. Il y a eu des progrès significatifs en faveur des femmes dans plusieurs domaines. Aujourd'hui, grâce aux efforts du gouvernement, les femmes sont en meilleure santé. Les disparités entre les sexes dans l'enseignement primaire et secondaire sont réduites. Leurs droits fondamentaux sont davantage respectés. Les violences basées sur le genre sont désormais punies par la loi. Elles sont davantage représentées dans les instances de décision. Toutefois, malgré ces avancées, les femmes, dans leur grande majorité, font l'objet d'inégalités liées au sexe. Elles continuent de subir de façon disproportionnée le poids de la pauvreté et de l'analphabétisme. Elles ont toujours un faible accès aux ressources et aux opportunités économiques. Elles sont encore nombreuses à mourir en donnant la vie. Et c'est les premières victimes de la pandémie VIH-Sida. Or, il est unanimement reconnu aujourd'hui que l'élimination de la pauvreté et l'instauration d'un développement durable ne pourront se réaliser sans l'éradication des inégalités liées au sexe qui privent plus de la moitié de la population de la pleine jouissance de leurs droits sociaux, économiques et politiques. Je vous propose à présent de suivre l'intervention de la secrétaire générale du ministère de la Femme et de la Famille. L'égalité genre et l'inclusion sociale sont au cœur de l'action gouvernementale. Depuis 2000, l'État a mis en place un cadre juridique et institutionnel progressiste sur le genre et l'inclusion sociale. Récemment, 2 nouvelles lois ont été promulguées. C'est la loi sur la parité, la loi sur les violences faites aux femmes. Le ministère de la Femme œuvre pour la mise en place de la loi sur les MGF. Il y a un mois, le ministère de la Femme et de la Famille avait œuvré dans l'évaluation à mi-parcours de la politique nationale genre et œuvre pour sa mise en place. En matière de textes, des lois ont été ratifiées et des textes internationaux. Aujourd'hui, la situation de la femme s'est améliorée, les égalités hommes et femmes commencent à réduire. C'est le début du changement qu'il faut maintenir et accélérer afin de parvenir à l'égalité entre les hommes et la femme. Autre nouvelle du pays, la Chambre de commerce de Djibouti, en collaboration avec l'ambassade d'Allemagne à Djibouti, a lancé officiellement aujourd'hui le Djibouti Business Guide. Cette importante cérémonie s'est déroulée en présence du président de la Chambre de commerce de Djibouti, Youssouf Moussa Dawalé, de notre ambassadeur en Allemagne, Adel Mohamed Dileita, du secrétaire général de la Gorfa, Abdulaziz Al-Mirlafi, et de l'ambassadrice d'Allemagne à Djibouti, Anke Holstein. Ce guide des affaires aura un impact significatif sur le développement de l'investissement étranger à Djibouti. Cette cérémonie qui a vu la participation de plusieurs représentants du gouvernement témoigne de la volonté manifeste des autorités djiboutiennes de contribuer au renforcement de la coopération entre Djibouti et l'Allemagne, également de la disponibilité de tous les acteurs à agir en faveur de la facilitation de l'installation à Djibouti d'investisseurs privés allemands. Venir ici, le fait que le guide a été fait par la Chambre germano-arabe montre que le Djibouti est en effet un pont entre l'Afrique et le monde arabe, représentant les meilleurs côtés des deux, une terre de rencontres et d'échanges.
Et dans son intervention, le président Dawalé a remercié donc tous les partenaires qui ont contribué à la réalisation de ce guide et a indiqué que Djibouti, à travers ce guide, permettra de faciliter l'accès du marché européen vers le marché du monde arabe. On l'écoute. Se félicite de cette collaboration sur l'édition du Djibouti Business Guide. Et nous sommes persuadés de l'impact. Merci le secrétaire général de la présidence qui est parmi nous, mais aussi le représentant de l'autorité du port et des zones franches ici présent. Aujourd'hui, je vous accueille en ma qualité de président de la Chambre de commerce de Djibouti, mais aussi en ma qualité de président de la Pan-African Chamber of Commerce, pour que nous puissions faire de cette guide une image véhiculée d'une Afrique ouverte aux échanges, à la communication et avec les investisseurs étrangers, et à intensifier l'investissement à l'intérieur du continent, de continuer à travailler sur le développement d'une zone de libre-échange favorisant le commerce intracontinental. Également dans l'actualité, le préfet de la région d'Ali Sabi, Moussa Migane, a entamé sa tournée de prise de contact de travail au village de Guestir, situé dans la sous-préfecture de Ali Adé. Le préfet et sa forte délégation ont été accueillis chaleureusement par le sous-préfet et les habitants du village. Le préfet s'est ensuite entretenu avec la population et a évalué donc tous les aspects d'ordre administratif, éducatif, social, sanitaire et sécuritaire. Le nouveau préfet d'Ali Sabi a d'abord remercié la population de Guestir pour son accueil, puis a évoqué le but de sa visite. Donc les notables et les responsables présents ont pris la parole à tour de rôle. Ils ont souhaité la bienvenue au nouveau préfet de la région et la délégation a visité par la suite les différentes infrastructures de Ali Adé comme l'hôpital ou encore l'école primaire. Et direction Obok, où le préfet de la région d'Obok, Abdelmalik Mohamed Banoïta, a effectué dans la journée du mercredi et de jeudi dernier des tournées de prise de contact dans les villages proches du chef-lieu, accompagné du président du conseil régional et des élus de ces villages. C'est par les localités de Dallayaf, Orobor, se trouvant sur le corridor, que la tournée de cette délégation a débuté. Durant la seconde journée, la délégation s'est rendue à Assassan, une localité située à une quinzaine de kilomètres au nord du chef-lieu de la région d'Obok. Il était question de rencontrer les communautés et de constater de visu la situation des infrastructures existantes et celles en cours de réalisation. Et après les accueils réservés donc par les populations de chaque village, des échanges constructifs et fructueux ont eu lieu entre les deux parties sur plusieurs points. Et enfin, sport, pour clore l'actualité nationale, la Fédération djiboutienne de Dakaïto Rio a organisé un stage international sous la direction d'une experte mondiale, Mélanie Chauss, qui va assurer des stages sur tout le territoire. Et ce stage est destiné à tous les pratiquants de cet art martial qu'est le Dakaïto Rio, pour préparer les futurs ambassadeurs de cette discipline de la République de Djibouti et dans les 4 coins du monde. La Fédération djiboutienne de Dakaïto Rio tient à remercier le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, qui a cru en cette réelle discipline martiale et qui fait de Dakaïto Rio une discipline nationale, sans oublier un remerciement également au grand maître Sensei Loïta qui a créé cette noble discipline. La journée de la cérémonie donc du Dikil s'est clôturée par une remise de certificats à tous les participants. Et armes en guillet. La tâche se déroule sur une semaine. Maître Loïta a vraiment à cœur que sa discipline soit reconnue par son pays. Et vraiment, grâce au décret qui a été promulgué par le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, cela a permis de donner un plus gros poids au Dakaïto Rio, qui est reconnu au travers le monde entier. Et Maître Loïta vraiment remercie le président de la République, son Excellence, qui a cru en la discipline. On remercie le préfet de Dikil de nous accueillir, car le préfet de Dikil met beaucoup de moyens pour le Dakaïto Rio. Et en nouvelle du monde, enfin en Syrie, la Turquie renouvelle ses menaces. Recep Tayyip Erdogan s'est de nouveau fait menacer ce samedi, la suite avec Fardous Hussein. En turc,
a appelé les forces kurdes syriennes à s'éloigner de la frontière turque avant la date butoir de mardi prochain. Faute de quoi, il compte servir, selon un accord scellé avec la Russie à Ankara, à suspendre son offensive pour que les Kurdes quittent la bande frontalière. Cette deuxième menace, Recep Tayyip Erdogan l'a adressée aux Européens qui l'accusent de ne pas avoir versé toutes les aides promises à la Turquie pour prendre en charge les réfugiés. Pendant ce temps, la Russie, qui joue un rôle clé en Syrie, a déployé sa police militaire pour veiller au retrait des Kurdes. Quant aux forces américaines encore présentes dans le nord de la Syrie, elles se sont regroupées autour des champs pétroliers de Deir ez-Zor, provoquant l'ire de la Russie qui accuse les États-Unis de faire de la contrebande de pétrole. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre très aimable fidélité.